Il promet donc l'enfer. Donald Trump, le Hamas reporte sa prochaine libération d'otages. Israël se prépare à tous les scénarios et Donald Trump, lui, il promet l'enfer. Je dirais que les otages doivent être rendus à midi ce samedi. Et s'ils ne sont pas rendus, tous, pas au compte-gouttes, pas 2 et 1 et 3 et 4 et 2. Samedi à 12h. Et après cette date, je dirais que l'enfer se déchaînera. Pour en parler, nous sommes toujours avec Isabelle Saporta, avec Franck Tapiro, avec Christian Proutot et avec Sabrina Agresti-Roubache. On prend pour commencer la direction du terrain. Le mouvement palestinien Hamas a annoncé hier le report sine-die de la prochaine libération d'otages israéliens prévue dans le cadre de l'accord. Bonjour Betsabé Salem, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. Est-ce que la trêve risque de voler en éclats et si oui, pourquoi ? Écoutez, en fait, tout dépend des concessions qu'Israël sera prêt à faire. Le Hamas n'a aucune intention de libérer davantage d'otages s'il n'obtient pas les garanties que l'armée israélienne ne reprendra pas les combats. D'où d'ailleurs son annonce d'hier qui est intervenue après que le Premier ministre Netanyahou a insisté. Il veut éliminer le Hamas après qu'une délégation israélienne est allée à Doha, non seulement avec plusieurs jours de retard, mais aussi réduite. Aujourd'hui, le Hamas, il tente d'accentuer la pression sur Israël. Alors, que fera Israël ? Le cabinet politico-sécuritaire se réunit ce matin et devra donc décider à quoi Israël est prêt pour faire libérer les 76 otages qui sont toujours à Gaza. Betsabé Salem, il y a une forme de colère qui se retourne également contre Benyamin Netanyahou ? Oui, colère et amertume, surtout de la part des familles d'otages qui accusent une fois encore le Premier ministre de saboter finalement l'accord de cessez-le-feu. Lui qui a peur, on le sait très bien, de perdre le soutien de l'extrême droite s'il capitule avec le Hamas. Les familles d'otages qui sont très inquiètes, notamment depuis ces dernières libérations où ces 3 otages samedi dernier sont sortis en état de détresse nutritionnelle. Dans une déclaration commune hier soir, les familles ont insisté, elles ont imploré le gouvernement de s'abstenir de toute action, ont-elles dit, qui pourrait mettre en danger le cessez-le-feu, et elles ont insisté, les otages doivent sortir au plus vite de cet enfer, et preuve que chaque jour compte. Ce matin, un énième otage a été déclaré mort à Gaza. Il s'agit de Shlomo Mansour, il avait 86 ans, c'était le plus vieil otage. Merci beaucoup Betsabé Salem, en direct depuis le terrain, depuis Tel Aviv. Merci beaucoup à vous. Alors beaucoup vont dire, c'est la stratégie de l'homme fort, on n'arrête pas de vous répéter que c'est la stratégie de l'homme fort avec Trump. Oui, mais d'accord, mais en l'occurrence, ça vous choque ou il y a quelque chose de légitime dans sa démarche ? C'est la seule chose que comprenne le Hamas, en fait. Donc là, en l'occurrence, potentiellement, elle est utile, cette stratégie de l'homme fort. Écoutez, en tout cas, on a bien vu que la stratégie, au fond, de traiter le Hamas comme si c'était une force politique comme une autre et pas une force politique terroriste, ça fonctionnait pas. Là, moi, je trouve quand même votre correspondante Betsabé Salem a raison de rappeler dans quel état ont été rendus les otages l'autre jour. Je veux dire, dans quel état d'amaigrissement qui rappelle les pires heures de l'histoire. Il faut aussi rappeler, je vois bien le pas de deux que la Croix-Rouge a essayé de faire, mais on voit la Croix-Rouge qui semble cautionner le processus de libération orchestré par le Hamas. On voit le Hamas qui se réjouit de faire dire à un otage dont ils savent qu'il a perdu sa femme et ses enfants qu'ils ont brûlés vifs dans leur maison, dans leur abri, dis que tu vas être heureux de revoir ta femme et tes enfants. Et ils explosent de rire. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on traite ces gens comme si c'était extraordinaire et qu'on avait affaire à des politiques en face de nous, sauf qu'en fait on a en face d'une démocratie, quel que soit ce qu'on pense de Benyamin Netanyahou, parce que politiquement, effectivement, c'est un homme d'extrême droite, totalement tendancieux, je suis totalement d'accord, mais vous avez d'un côté une démocratie, de l'autre un groupe terroriste. Donc au fond, Donald Trump leur parle le seul langage que peuvent comprendre les terroristes, je pense. Excusez-moi, je voudrais repartir sur juste un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord. Benyamin Netanyahou n'a jamais été l'extrême droite. Aujourd'hui, bien entendu, dans son gouvernement, il y a 2 type d'extrême droite que nous détestons tous peut-être, mais encore une fois, vous savez que le système politique en Israël, sur la proportionnelle intégrale, fait que vous êtes obligé de composer avec vos ennemis. Donc encore une fois, et je sais que c'est compliqué pour nous de juger de l'extérieur, on a souvent cette perception, mais c'est une erreur, je suis désolé, puisque vous êtes obligé d'avoir des intégristes religieux, des intégristes islamistes qui sont à l'Assemblée, à la Knesset. N'oublions pas qu'en Israël, qui est une hyper-démocratie, il y a des femmes voilées
à l'Assemblée, avec leur voile, qui parlent d'Israël dans des termes épouvantables. Le moindre, aujourd'hui, représentant de l'Assemblée en France dirait la moitié de ce qu'ils lisent là-bas, il ira en prison. Enfin, donc, encore une fois, ne serait pas dirigé par non, je suis désolé. Un homme politique qui a toutes les affaires qu'il a et qui a eu toutes ces incohérences qu'il a eues avec l'extrême droite. Non, ne mélangeons pas, je suis désolé. C'est pas parce qu'il y a 2 personnes d'extrême droite avec lesquelles, encore une fois, je vous dis, pour qu'il y ait une coalition, rappelez-vous, les 4 années où les 5 élections, on n'y arrivait pas. Il a été obligé de faire une coalition avec eux, mais ne résumons pas Bibi Netanyahu à l'extrême droite, premièrement. Deuxièmement, n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes toutes et tous otages médiatiques du Hamas, qui profite de cet accord, qui est le moins pire, même s'il n'est pas... Voilà, mais au moins il libère au compte-gouttes des otages, c'est le moins pire de ce qu'on a trouvé. Mais nous sommes des otages médiatiques parce qu'on est obligé de regarder une opération de communication du Hamas qui fait comme s'ils avaient gagné, avec des vêtements propres, des armes neuves, des véhicules neufs, avec une mise en scène odieuse, avec des badges sur lesquels il y a marqué sioniste égale nazisme, où on demande aux otages de venir faire coucou à la foule, à la Brejnev, vous savez, on a l'impression que le bras bouge automatiquement, de dire des choses gentilles, d'avoir un diplôme de libération et un sac de goodies. Donc voilà aujourd'hui. Trump qui promet l'enfer. Mais pourquoi il promet l'enfer? Parce qu'il a raison face à des terroristes avec lesquels nous n'avons pas négocié. N'oublions pas qu'Israël n'a pas négocié avec le Hamas, mais avec le Qatar. Ils ne sont jamais retrouvés dans la même salle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc aujourd'hui, oui, il a raison de promettre l'enfer parce qu'ils ne comprennent que ça. Vous avez totalement. Allez, on échange. Christian Proutot, je vous entendais réagir. Mais je réagis parce que l'enfer, ils l'ont depuis le début. Exactement. Tout ça tient pas debout. C'est des propos qui ne peuvent amener que à ce qui se passe actuellement. Le 7 octobre, c'est pas les Israéliens. Non mais attendez, on parle pas d'accord, non, mais si vous voulez, on peut pas faire comme si l'acte inaugural c'était quelque chose qui s'était bien passé. Si vous voulez parler du 7 octobre, vous m'expliquerez comment le pays qui a le service de renseignement qui fonctionne le mieux n'a pas vu venir ce qui se passait. Parce que ça, un jour, il faudrait qu'ils en répondent. Si les femmes ont été violées, si les enfants ont été massacrés. Allez au bout. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous dis simplement que quand on a un service de renseignement qui tient debout, ne pas voir le 7 octobre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est Netanyahou qui en rendra compte. C'est comme si vous disiez, non mais c'est comme si vous disiez que les attentats de 2015 qu'il y a eu en France, c'est la faute de François Hollande. J'ai toujours dit que c'était la faute du renseignement. Pardonnez-moi, je trouve ça aussi bête. J'ai toujours dit que c'était la faute du renseignement. Moi, vous ne pouvez pas dire le contraire. Ça, c'était le premier point. Alors, sur l'enfer, pourquoi vous dites on ne peut pas tenir ces propos-là, c'est escalatoire, c'est déjà l'enfer qu'ils connaissent. Allez au bout de ce propos-là. Et après, je vous laisse réagir. Mais pour une raison simple, c'est que Gaza, il ne reste plus rien. La politique qui a été mise en place par Tzal était de dire que c'est en faisant la guerre qu'on retrouverait les otages. Les otages, actuellement, non seulement ils n'ont pas été retrouvés, non seulement il ne reste plus rien debout de Gaza, non seulement l'armée israélienne a perdu 1200 hommes, sans parler des blessés, et en plus, on a l'impression que le Hamas est toujours là, il existe toujours. Et plus cette guerre avance, plus le Hamas va avoir des soutiens. C'est ça qui ne va pas. C'est que le schéma tactique qui a été mis en place n'est pas un schéma tactique qui va répondre au problème, qui est d'arrêter la guerre. C'est la guerre qui crée le sang, crée le sang, amène le sang. C'est le camp qui crée le sang, pardonnez-moi, mais le 7 octobre, c'est pas les Israéliens. Donc si c'est le sang qui crée le sang, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas dire des phrases comme ça à l'emporte-pièce. Il y a eu un attentat. Non, mais je veux dire, il y a eu un attentat terroriste. J'ai combattu le terrorisme. Non, mais je vous dis pas le contraire. Mais d'accord, mais si vous voulez, c'est quand même très gênant d'expliquer qui est coupable ou qui n'est pas coupable là-dedans. Bon bah voilà, mais alors ne dites pas le sang implique le sang parce que c'est insupportable. Ce que je veux dire, le sang que bon alors on va pas reprendre des citations. Le sang a coulé, c'est une horreur ce qui s'est passé. Je le dis. Mais est-ce que ce qui est fait derrière va résoudre le problème? C'est ça la question. Vous avez parfaitement raison. J'ai pas entendu Sabrina Agresti-Roubache sur le sujet. Est-ce que vous jugez que parler d'enfer, de promettre l'enfer, comme le fait Trump si les choses n'avancent pas, c'est escalatoire, comme le dit Christian Proutot? Moi, je suis plutôt d'accord avec Christian Proutot. Oui, mais bien sûr que oui, puisque de toute façon, l'enfer, ils l'ont déjà eu. Gaza est rasé. N'existe plus. Donc, de toute façon, quel enfer vous voulez promettre au Gazaouis? L'enfer est déjà là. Au Hamas, excusez-moi. Non, mais au Hamas, mais là, c'est différent au Gazaouis. Je parle des Gazaouis. Non, je parle de Gaza qui a été rasé. Je ne parle pas de la même chose. Le Hamas, c'est autre chose. La réalité, c'est que libérer les otages, et regardez, moi, comme vous, j'ai des amis en Israël qui attendent que les otages soient libérés. La réalité, c'est que son peuple, à Netanyahou, donc les Israéliens, sont en train de lui dire d'arrêter
d'être escalatoire justement dans les propos et de libérer les otages. Et après, on verra. La réalité, c'est que pour l'instant, on a toujours 76 otages qui sont maintenus en détention. Et vous avez raison de le rappeler. J'ai vu les images. Ça, non seulement ça m'a fait pleurer, mais ça m'a rappelé les pires moments de notre histoire. Donc la réalité, c'est que, encore une fois, Donald Trump est toujours sur le même registre, mais en disant ça, qu'est-ce que vous voulez que les Gazaouis et que les gens entendent? Et de l'autre côté, c'est à Doha. C'est vous qui le disiez, oui. C'est à Doha que ça s'est passé. Le Qatar a joué un rôle fondamental dans l'accord que vous venez de voir et même dans les discussions avec le Hamas. Bien sûr qu'on ne peut pas traiter le Hamas comme si c'était un parti politique, comme parfois j'en ai entendu certains. Il faut discuter avec eux. Non, on ne parle pas avec des terroristes. Par contre, avec des terroristes, on est obligé de négocier. On ne parle pas avec eux, mais on négocie. Et quand je vois le rôle fondamental, encore une fois, qu'a joué le Qatar dans la libération des otages et dans cet accord de cessez-le-feu, certes fragile, mais c'est un accord. Et moi, je pense qu'on ira au bout de ce cessez-le-feu et que tous les otages seront libérés pour une raison, parce que vous venez de le dire. Le Hamas a besoin de se refaire une santé. Oui. Et s'il a besoin de se refaire une santé, il va bien falloir... C'est qu'il faut leur mettre la pression. Avec les terroristes, on est obligé de négocier. Vous reprenez cette phrase, vous, l'expert en terrorisme. Il a fait que ça. Il y a un moment, la négociation, c'est une forme d'arme. Hein. Bien sûr. Or, à partir du moment où avoir rasé Gaza n'a rien résolu, je reviens sur ce chiffre, 1200 morts dans l'armée israélienne. Mais c'est énorme. C'est énorme, je ne parle même pas des blessés. Et avec derrière quelque chose, et là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez sur le poids de l'extrême droite en Israël, ce qui se passe en Cisjordanie nous prépare également quelque chose qui pourrait, si on ne va pas vers la paix, conduire à quelque chose qui va être infini et qui va mettre Israël en permanence en schéma de guerre. Et ça, c'est pas possible. Alors, je suis pas à la pitié. Hein. Je vois ça. Je suis un monsieur qui a un certain nombre d'années et je vois ça depuis des années. Donc, je pense que si on va pas vers un processus de paix, on va rester dans un schéma de guerre qui va profiter à personne. Vous savez, pour faire la guerre, il faut être deux. Vous le savez très bien, vous l'avez faite. Il faut la paix aussi. Et aujourd'hui. Et ça fait des années, vous le savez très bien, qu'Israël a tout fait pour essayer de faire la paix. On peut revenir de Oslo, 2000, 2007, qui ont toujours, tous ces accords ont toujours été in fine refusés par les Palestiniens. Alors avant 64, on appelait ça les Arabes, parce que le peuple palestinien c'est vraiment, a été créé en 64 avec la création de l'OLP et Yasser Arafat, qui était égyptien, non palestinien. Mais encore une fois, aujourd'hui, imaginez qu'Israël veuille faire la paix. Vous mettez qui en face? Et le problème avec le peuple palestinien depuis le démarrage, c'est qu'il est totalement divisé. Je ne parle même pas uniquement du Fatah et du Hamas, mais de toutes les factions islamistes au milieu. Non mais d'un côté et de l'autre. L'autorité palestinienne n'existe pas. En fait. Mais voilà, elle n'existe pas. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas fait d'élection. Que Abbas a tout volé. A tout volé. Oui, voilà, il a volé. Pardonnez-moi, Isabelle les élections. Il a volé l'argent. Donc il n'y a personne en face. Pardon, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Pourquoi vous dites ça, Isabelle? Parce que vous savez très bien que Benyamin Netanyahou, notamment, a joué davantage le Hamas que l'OLP. Donc ça, c'est aussi un problème politique qui s'est créé, ça, par les choix politiques d'Israël. Oui, mais c'est lui qui a maintenu le blocus sur Gaza. Attendez. Et le blocus a fait la force du Hamas. Tout à fait. Attendez, c'est trop facile de regarder ce qui s'est passé et sans regarder aussi les causes. Comment est-ce qu'on est arrivé là d'abord? Vous savez très bien que gérer avec à la fois la bande de Gaza, la Cisjordanie, avec l'enclave, ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, qui n'a absolument aucune autorité, qui a refusé toutes les élections depuis 20 ans. En faisant l'hypercolonisation. Et le Hamas qui est en accord avec tous les pays du monde, avec les États-Unis, avec le Qatar, on s'est décidé de financer, non pas le Hamas, mais la population gazaoui. Reprenez, vous avez maintenant, comme on dit maintenant, c'est documenté, mais c'est prouvé depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, vous avez Israël qui est au milieu, qui pour garantir sa sécurité, est obligé de manager les deux. Ne voyons pas ça avec le bon, le méchant. Le ministre israélien de la Défense, M. Katz, a affirmé hier dans un communiqué que l'annonce du Hamas sur un report de la libération d'otages constitue une violation totale de l'accord, et il a annoncé qu'il avait donné l'ordre à l'armée de se préparer à tous les scénarios. Ça dit quoi, Isabelle, de l'extrême fragilité de ce qu'on est en train de vivre de cet accord? Ça dit que là où Christian Proutot a tout à fait raison, c'est que de toute façon, la guerre ne s'arrêtera pas demain. Je veux dire, même si la guerre s'arrêtait, elle ne s'arrêterait pas. On voit qu'on est dans une logique, d'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce qu'au fond,
Vous avez raison de rappeler que ce qui est arrivé à Gaza est épouvantable, que les 40 000 morts gazaouis, c'est insupportable. Mais ce qu'on peut voir, c'est finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le Liban, peut-être, on a une petite chance que le Liban soit libéré du Hezbollah. On a vu l'effondrement de la Syrie. On a vu l'affaiblissement quand même du Hamas. Et si vous voulez, je ne vous dis pas que Benyamin Netanyahou a une politique extraordinaire. Moi, là-dessus, on est en totale divergence. Mais par contre, effectivement, on voit au fond peut-être la potentielle libération de peuples entiers d'emprise qui était celle du Hezbollah et du Hamas. En tout cas, l'amenuisement de leur pouvoir. Et il faut en profiter pour construire autre chose. Maintenant, effectivement, on est dans une période hyper compliquée. Est-ce que ça s'arrêtera là ? J'en sais rien. Est-ce que Israël n'ira pas frapper l'Iran ? Je n'en sais rien. On voit bien que Trump est ambivalent là-dessus aussi sur l'Iran. Est-ce qu'il ne se servira pas d'Israël pour frapper l'Iran ? Et les intérêts nucléaires de l'Iran, puisqu'au fond, parce que c'est aussi ça, les démocraties occidentales, c'est un peu le bal des tartuffes. Nous serions tous assez soulagés que l'Iran n'ait plus potentiellement cette arme nucléaire. Donc, si vous voulez, on est aussi en train de se servir quelque part d'Israël pour faire le sale boulot que les Occidentaux ne veulent pas faire. Excusez-moi, non, parce que Isabelle Saporta s'adressait à Christian Proutot. Non, mais la géopolitique à tiroir, on en fait tous parce qu'on est obligé d'analyser les situations et de se dire qu'est-ce qui pourrait faire pour que ça n'arrive pas. Je dis simplement qu'une partie de la politique qui se passe au Moyen-Orient autour d'Israël, une partie politique de ce qui s'y passe, Israël et en particulier M. Netanyahou en est responsable. Maintenir le blocus a renforcé le Hamas. Tout le monde le savait. Et il le savait. Lui, le premier. Bien sûr, tout le monde le savait. Et ça a arrangé d'avoir cet ennemi, et ça a arrangé une partie de l'extrême droite avec laquelle il s'est associé. C'est l'alliance de la carpe et du lapin. Je suis peut-être d'accord, mais c'est pour ses propres intérêts. Et je dis qu'un jour, il rendra compte à sa population. Il y aura une enquête. Et les enquêtes sur cette affaire. Je voudrais avancer. Non, moi, s'il vous plaît, je voudrais avancer parce que dans cette même interview, on va continuer d'en parler. On a le temps. Oui, moi aussi, ce que je vais avancer. Parce que les 40 000 morts, c'est pas vrai. Alors, allez-y. Excusez-moi, c'est important. Et on est une chaîne d'information. Ah donc bon, je suis désolé. Ah bon 40 000 morts. Vous m'apprenez qu'on est une chaîne d'information. Non, justement, je vous dis qu'une information comme celle-là sort et qu'elle est fausse, il faut faire une précision. Imaginons qu'il y a même 80 000 morts, ce qui est toujours un mort de trop quand on parle de morts civiles. Selon le Hamas. Alors, on prend 40 000, vous l'avez dit. Je suis désolé, sur les 40 000, il y a au moins 25 000 morts, vous le savez, terroristes. Plus des morts naturelles. Donc faites le calcul. S'il vous plaît, quand on parle du nombre de morts à Gaza, je suis le premier à dire qu'un mort civil de trop est un mort de trop. C'est important. Non, mais attendez. Moi, je vous parle d'une information. On dit 40 000 morts, non. Il y a 25 000 terroristes, plus des morts naturelles. Ça fait heureusement moins de morts civiles que prévu. Alors, vous savez donc, on parle dans le récit du Hamas, s'il vous plaît. C'est tout. Qui rentre dans le récit du Hamas? Je dis, quand on répète à l'envi les 40 000 morts et 40 000 morts, c'est le ministère de la Santé du Hamas qui, depuis le début. Est-ce qu'Isabelle Saporta reprend le récit du Hamas? Non, mais je dis. Non, mais parce que c'est pour redescendre un tout petit peu. Mais je redescends, vous savez. Isabelle Saporta. Je voulais préciser ça parce que c'est important. Saporta, est-ce que vous ne pouvez pas dire d'Isabelle Saporta? Je parle aujourd'hui dans la presse. Alors, ok, bon. Isabelle ou d'autres, qui, à cause du récit permanent, et justement parce qu'il n'y a pas toujours des précisions comme celles que je suis en train de faire sur les plateaux, beaucoup de gens répètent à l'envi 40 000 morts, 40 000 morts, en oubliant de préciser les 25 000 terroristes morts. C'est effroyable. Je veux dire, pardonnez-moi, c'est pas parce que le 7 octobre est effroyable que ce qui s'est passé à Gaza n'est pas effroyable. Gaza n'existe plus. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit quand on annonce des morts, précisons. Mais je ne parle pas de ça, je l'ai dit. Un mort civil de trop. Pardonnez-moi, Sabrina Agresti-Roubache, je voudrais vous entendre. Je ne vous ai pas encore entendu et vous observez tout ça. Oui, non, mais la réalité, c'est que Gaza est gazé. Il n'y a plus rien. Vous croyez qu'il y a quoi sous les décombres? Enfin, je ne sais pas. Comparaison n'est pas raison. J'ai vu à Marseille des immeubles s'effondrer. Je vous garantis, quand un immeuble s'effondre, tout le monde meurt. Donc, la réalité, c'est que Gaza est rasé. Ce qu'on dit Gaza en arabe. Gaza est complètement rasé et que la réalité, je pense qu'on aura dans pas très longtemps des vrais chiffres. Et moi, ce que je crains, c'est que ce soit bien au-delà. Je parle des morts civiles. Je parle des morts, oui. Je parle des morts civiles. Donc, je ne fais pas le comptage ou la comptabilité des morts terroristes. Morbide. Comptabilité morbide. Absolument. Alors, le travail de vérification des chiffres sera fait. L'histoire fera son travail. Absolument. Ça avancera, mais
Allez, on descend un tout petit peu et surtout qu'on va s'arrêter sur un témoignage extrêmement important puisque c'est celui d'Ofer Calderon. Après quelques jours pour se remettre du traumatisme de son calvaire, il prend enfin la parole. Ofer Calderon, ex-otage franco-israélien du Hamas, raconte son calvaire durant 484 jours de captivité. Libéré après 15 mois de détention dans des tunnels sans voir la lumière du jour, voilà ce qu'il raconte, une détention de plus en plus difficile au fil du temps. J'ai été détenu dans les tunnels sans voir la lumière du jour, sans accès aux médias, dans des conditions de faim extrêmes, pendant des mois entiers sans prendre de douche ni recevoir de soins appropriés. Voilà ce qu'il raconte. Le Hamas est un ennemi cruel, dit-il, qui n'hésitera pas à faire du mal aux otages laissés derrière lui. Dès la fin de la première trêve, mes conditions de détention et celles de nombreux otages se sont gravement détériorées. Voilà, quand je vous disais que moi aussi j'avais quelque chose d'important à raconter, c'était ça, c'était ce témoignage. Qu'est-ce que ça raconte selon vous, Christian Proutot, de cet enfer ? C'est le problème des otages que l'on a connu également à l'époque des otages du Liban, avec nos journalistes qui avaient été pris en otage, toujours dans des conditions terribles, parce que prendre un otage, c'est-à-dire, c'est d'une lâcheté sans nom, parce qu'on prend, c'est un écran que l'on prend entre soi et celui vis-à-vis duquel vous combattez. C'est ça, avec la possibilité derrière d'effectuer un chantage. Alors, imaginez qu'il puisse y avoir une humanité avec des gens qui font cela, c'est pas possible. Et ce témoignage n'est que le reflet de ce qui se passe lorsque des gens sont prisonniers dans des circonstances comme celle-là, où la violence cède à la violence et où il n'y a pas une once d'humanité. On est tout à fait d'accord. Et si j'ai combattu pendant des années le problème des otages, c'est parce que, en créant le GIGN et en ayant uniquement sous mon commandement la libération de près de 400 otages, c'est parce que je considérais ou j'espérais que le monde reviendrait meilleur si on arrivait à résoudre ce problème. Malheureusement, on voit que ça continue. Nous avions, entre guillemets, une chance. C'était ce qu'on appelait la prise d'otage ouverte, celle où on sait où sont les prisonniers et qui ne servent à ce moment-là, mais d'une manière visible, que de moyens de négociation à travers l'image, avec des médias. Là, les otages ne sont pas là, mais on en parle quand même, et c'est tout le drame de cette situation. Et imaginez qu'en rasant Gaza, on les aurait libérés, ce qui a été vendu à la population israélienne est une insulte à la manière dont on devait traiter ce problème. C'est peut-être déplacé de ma part, mais moi je ressens presque une émotion, Christian Proutot, quand vous en parlez, quand vous dites on a créé le GIGN pour se dire en gros... plus jamais ces situations-là. Et oui, parce que... On a l'impression que ça vous touche... Merci de le souligner. Je crois que le terrorisme, du fait de l'efficacité des unités comme le GIGN, puisque le GIGN d'autres unités ont fait la même chose et ont amené à ce qu'il y ait une réponse à ce qui était l'horreur absolue. Prendre des gens en otage est pour moi l'horreur absolue. On pensait que ça changerait les rapports humains. Or, la géopolitique, c'est elle qui crée cette situation d'otage. Des otages qui sont violentés, mais aussi des otages de gens dans des situations économiques, des situations politiques qui font qu'ils sont prisonniers soit d'un système, soit d'une situation. Et cette espèce d'enthousiasme que j'ai eu pour créer ça, malheureusement, on se rend compte que la simple efficacité du GIGN n'a pas résolu le problème et qu'on a toujours en face deux problèmes qu'on ne sait pas résoudre, le renseignement pour comprendre ce qui se passe en face et la géopolitique pour résoudre les problèmes. Voilà. Isabelle Saporta. Non, mais c'est sûr que si vous voulez, dans ce pogrom en fait lancé par le Hamas, on a au fond toutes les... puisque vous avez toute une partie de la France insoumise qui aime utiliser le terme génocide pour parler de ce qui se passe à Gaza, on a presque tous les marqueurs génocidaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui frappent des Israéliens juifs, en fait des juifs parce qu'ils sont juifs, qui filment leurs exactions et qui montrent au monde entier comment ils ont fait, comment ils ont pillé, comment ils ont violé, comment ils ont abattu, comment ils ont brûlé. Bon, c'était fait pour terroriser le monde entier, en fait. C'était fait pour sidérer le monde entier. Et c'était fait aussi, parce que au fond, vous avez raison, pour danser la valse, il faut être deux, c'était fait pour qu'il y ait ce retour aussi fracassant, aussi
ahurissant de Benyamin Netanyahou. Parce que si Benyamin Netanyahou, et je vous rejoins, c'est pas sa priorité, les otages, vous avez raison, sa priorité c'était au fond de répondre au Hamas. La priorité du Hamas c'était au fond d'organiser cette guerre. Sinon ils n'auraient pas fait ça. Donc on voit bien qu'on a en face de soi, effectivement, une spirale de la haine et de la violence dont je ne sais pas, et là je vous rejoins totalement, ce qui pourra l'arrêter. Alors, dans quelques instants, on en reparle. Le temps m'est vraiment compté en secondes. C'est dommage, parce que je voulais vous poser une question. Allez-y rapidement, mais je vais me faire vraiment disputer, taper sur les doigts. Vous trouvez normal que la réunion genre rêve party du concert des enfants, il n'y ait pas eu de sécurité autour d'eux? Ah non, mais moi je trouve que en France, il y a la moindre rêve party, il y a des gendarmes. Que Benyamin Netanyahou ait voulu protéger les colons de Cisjordanie plutôt que effectivement sécuriser la frontière, je pense que c'est clair pour tout le monde.